Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. J'espère que vous allez tous très bien et que vous êtes prêts pour cette toute nouvelle histoire. J'ai découvert ce cas très récemment et je me suis rendu compte qu'il y avait encore personne ou presque qui n'en avait parlé sur YouTube, donc je suis vraiment contente de pouvoir faire cette vidéo. J'espère vraiment qu'une majorité d'entre vous n'en auront jamais entendu parler et que je pourrai vous la faire découvrir. Si vous l'avez déjà entendu, n'hésitez pas à me le laisser savoir en commentaire, ça me fera plaisir de savoir qui connaissait déjà l'histoire ou non. Donc aujourd'hui, le cas dont on va parler se déroule entre l'Italie et l'Angleterre. Pour les Italiens, ça se peut que vous en ayez déjà entendu parler car ça avait été à l'époque très médiatisé. Comme toujours, je fais un petit warning pour vous laisser savoir que le cas du jour est quand même assez intense et il décrit des scènes de meurtre qui peuvent être très perturbantes pour certaines personnes. Donc comme je le dis toujours, si vous avez un petit cœur sensible, peut-être vous abstenir. Mais par contre, si vous avez l'estomac bien accroché, installez-vous confortablement car on va commencer. Heather Barnett est une mère célibataire de 2 enfants, Caitlin March, âgée de 11 ans, et Terry Barnett, âgée de 14 ans. Elle travaille en tant que couturière et vit avec sa petite famille dans la ville de Bournemouth qui se trouve en Angleterre. Comme je l'ai dit, Heather était une mère célibataire, elle ne gagnait pas beaucoup d'argent, mais elle voulait vraiment faire plaisir à ses enfants au maximum, donc le peu qu'elle avait, elle s'en servait pour leur faire plaisir, leur acheter de nouveaux jouets ou les emmener dans des parcs d'attractions ou à des sorties culturelles pour essayer vraiment de passer le plus de temps possible avec eux. Elle était tellement proche de ses enfants qu'elle avait pour habitude tous les jours de les attendre à la sortie de l'école. Elle les attendait dans le salon, prête à les accueillir et à leur demander comment leur journée s'était passée. C'était vraiment un rituel. Les enfants, en rentrant chez eux, savaient que leur mère serait là à les accueillir les bras ouverts et qu'ils pourraient partager un moment ensemble. Mais le 12 novembre 2002, les enfants, comme à leur habitude, rentrent de l'école, passent la porte de chez eux et se rendent compte que leur mère n'est pas présente. Terry, de son côté, ne s'étonne pas plus que ça de la situation et il monte dans sa chambre immédiatement pour ranger ses affaires. Par contre, Kathleen sent que quelque chose se trame et elle n'est pas tout à fait à l'aise. Elle commence à parcourir la maison pièce par pièce en appelant sa mère. Aucune réponse ne se fait entendre de la part de Heather. Donc Kathleen continue de parcourir les pièces une à une en passant par la cuisine, les chambres, les toilettes. Et en arrivant devant la salle de bain, elle a un sentiment vraiment étrange et elle se dit que quelque chose est arrivé à leur mère. La porte se trouve entrouverte, mais Kathleen ne se sent pas confiante de l'ouvrir elle-même, donc elle va chercher son frère Terry et elle lui demande de l'aide, elle lui explique ses angoisses et explique qu'elle veut qu'il se trouve à ses côtés à ce moment-là parce qu'elle a vraiment un très mauvais pressentiment. Terry accompagne donc sa petite sœur dans la salle de bain, les 2 enfants ouvrent la porte et se retrouvent face à une scène absolument atroce. Leur mère est étendue sur le sol dans un état absolument horrifique et une mare de sang se trouve autour de son corps. Elle avait été massacrée à l'aide d'un marteau. Son visage était méconnaissable et ses seins avaient été découpés à l'aide d'un scalpel et avaient été déposés à côté de sa tête. Face à cette scène absolument horrifique, les 2 enfants s'enfuirent de la maison et Terry appela les urgences. I need an ambulance and the police. I've got officers en route. What's happened? My mum's just been murdered. This is not a joke. Right, is that your mum I can hear in the background? No, that's my blooming sister. Des voisins virent immédiatement les enfants en pleurs et en panique devant leur maison et allèrent à leur rencontre et restèrent à leur côté jusqu'à l'arrivée des secours. Heather fut malheureusement déclarée morte dès l'arrivée des secours. Son assassin avait été d'une violence extrême. Sa gorge avait été tranchée et son corps très sévèrement mutilé. Les mains de la victime étaient toutes les 2 fermées. Dans la main droite fut découverte une poignée de cheveux qui lui appartenait, donc à Heather la victime, et dans la main gauche, une autre poignée de cheveux fut retrouvée, mais celle-ci ne correspondait pas avec son ADN. Là, vous vous dites, seraient-ce les cheveux appartenant au tueur? Mais à ce moment-là, serait-il assez stupide pour laisser ce genre d'indice derrière lui? Ou au contraire peut-être tellement confiant qu'il se gênait pas pour le laisser en se disant que malgré cela, il ne serait jamais pris?
Autre indice qui fut découvert, des traces de pas ensanglantés qui se dirigeaient du corps de Heather jusqu'au couloir de la maison et qui s'arrêtaient très soudainement, ce qui était vraiment étrange et laissait à croire que le tueur s'était rendu compte de cela et avait soit enlevé ses chaussures, soit avait tout simplement changé de chaussures au milieu de la scène de crime. L'enquête suit son cours et les officiers en viennent très vite à penser que l'assassin était très certainement quelqu'un qui se trouvait proche de la victime. Tout d'abord parce que qui pense à se promener avec une paire de chaussures de rechange? C'est quelque chose qui semble quand même assez étrange. Et autre chose, les outils qui avaient été utilisés pour le crime n'appartenaient pas à la famille Barnett. Ils n'avaient à aucun moment possédé un marteau ou un scalpel chez eux. Ce qui voulait bien dire que le tueur était venu avec ses propres outils et que donc tout cela avait été prémédité. De plus, ça fait quand même pas mal de choses à porter pour une personne et il faut savoir qu'aucune voiture n'a été vue se garer proche de chez Heather dans la journée, ce qui voudrait dire que certainement la personne est venue à pied. Donc pour venir à pied avec une paire de chaussures de rechange et peut-être une caisse à outils, c'est certain que ça prend un petit peu de temps puis qu'il est très facile de se faire repérer à moins de n'habiter très proche. De plus, aucune trace d'infraction ne fut retrouvée chez les Barnett, ce qui laisse à penser que Heather connaissait très probablement l'assassin et qu'elle l'aurait peut-être même invité d'elle-même à rentrer chez elle. L'heure de la mort fut déclarée aux alentours de 10h du matin, soit 1 heure environ après que les enfants aient été déposés à l'école, ce qui laisse à croire que peut-être l'assassin savait qu'à ce moment-là, Heather se trouvait seule. Terry, le fils aîné, fut interrogé et se fit demander si sa mère avait eu peut-être des comportements étranges ou lui avait partagé des inquiétudes, des angoisses vis-à-vis d'une personne en particulier dans les jours précédant sa mort. Il se souvint alors que l'un de leurs voisins était venu à leur domicile quelques jours auparavant pour passer une commande auprès de Heather qui, je le rappelle, était couturière. Le voisin en question voulait avoir des rideaux faits sur mesure et lui a donc passé commande. Suite à cette visite, Terry se souvint que sa mère ne trouvait plus les clés de la maison et qu'elle avait dû en faire une copie. Bien évidemment, les autorités furent intriguées par ce mystérieux voisin et essayèrent d'en connaître plus sur lui. L'homme se nommait Danilo Restivo et est né le 3 avril 1972 en Sicile, en Italie. Il grandit dans une famille aux influences très religieuses. Son père, Maurizio Restivo, est le directeur d'une des plus grandes bibliothèques de la ville et est donc très respecté. Sa mère, Maria Rosa, est elle une enseignante, elle aussi connue de tous et très respectée. La famille Restivo est donc une famille comme les autres, très ancrée sur la religion, tellement même que leur pasteur se voit invité à de nombreux événements familiaux, comme on le voit sur cette photo par exemple, où il se tient aux côtés de Danilo lors de ses 18 ans. On voit bien qu'il se trouve très proche de lui et que ça laisse vraiment à penser qu'ils ont une relation fusionnelle, presque comme si l'homme faisait partie de la famille. En grandissant, Danilo a beaucoup de mal à se faire des amis. Il est quelqu'un de très solitaire qui passe beaucoup de temps tout seul à jouer dans son coin et lorsqu'il essaie de créer des liens avec des gens, généralement ça fonctionne pas très bien et d'ailleurs toutes les personnes qui l'ont côtoyé, que ce soit de l'école élémentaire jusqu'au lycée, le décrivent comme quelqu'un justement de très étrange et très peu sociable. Au fil des années, il commence d'ailleurs de plus en plus à se refermer sur lui-même. Vers l'adolescence, il commence à s'intéresser aux filles, mais voyant qu'il ne plaît pas forcément de par son apparence physique, il décide de faire du chantage aux jeunes filles qu'il rencontre en leur disant que si elles acceptent de sortir avec lui, il lui offrira des cadeaux. Nombreuses refusant cette proposition, Danilo décide de leur répondre par la vengeance, en les harcelant de coups de téléphone et de lettres. Durant ces coups de téléphone, il s'amusait d'ailleurs à jouer la musique issue d'un film qui parle de la vie d'un serial killer, juste dans le but de leur faire peur. Plus tard, il se met à agir de plus en plus étrangement, et se découvre d'ailleurs une passion pour les cheveux féminins. Il se rend dans les transports en commun muni d'une paire de ciseaux et découpe les cheveux des jeunes filles qu'il y croise. Bref, il n'était clairement pas quelqu'un de mentalement sain. C'est en mai 2002, alors qu'il est âgé de 30 ans, que Danilo décide de quitter l'Italie et la ville de Potenza où il vit toujours avec ses parents pour aller s'installer en Angleterre, à Bournemouth, où il s'installera juste en face de chez Heather Barnett, et cela 6 mois seulement avant son assassinat.
Danilo s'installe à ce moment-là avec une jeune femme anglaise qui avait toujours vécu à Bournemouth. En fait, les deux s'étaient rencontrés sur un site de rencontre alors qu'ils vivaient toujours en Italie. Ils avaient échangé durant plusieurs mois et la jeune femme avait réussi à le convaincre de venir s'installer chez elle. Les officiers commencent à suspecter l'homme et se rendent chez lui pour l'interroger. Danilo est décrit par les officiers comme quelqu'un de très gêné et de très maladroit qui ne sait pas forcément quoi dire. Il explique immédiatement qu'il a entendu parler de ce qui était arrivé à sa voisine et que c'était absolument atroce, mais que malheureusement il n'était pas présent ce jour-là et qu'il avait d'ailleurs un alibi en béton. Il présente alors aux policiers un ticket de bus tamponné à exactement 8h44 du matin et explique qu'il était à ce moment-là en route pour un magasin de réparation d'ordinateurs, que donc il n'avait pas pu être là au moment des faits. Les policiers furent à moitié convaincus par cette explication, mais n'ayant aucune preuve concrète contre Danilo, n'eurent pas d'autre choix que de le laisser. Une vidéo qui avait été capturée par une des caméras de surveillance de la ville fut retrouvée où on voyait Heather rentrer en voiture et se garer devant chez elle après avoir déposé ses enfants à l'école. On y voit ensuite un homme semblant venir de chez Heather et s'arrêtant à l'arrêt de bus aux alentours de 10h12, mais malheureusement les images de caméras de surveillance n'étaient pas d'une bonne qualité et il fut impossible de savoir qui était l'homme sur cette vidéo. Voyant que la corpulence de l'homme correspond avec celle de Restivo et qu'ils ont eu un sentiment vraiment étrange lorsqu'ils l'ont rencontré, ils décident tout de même d'enquêter un petit peu plus sur le passé de l'homme. Et ce qu'ils vont trouver va les choquer. Alors qu'il avait à l'époque que 14 ans, Danilo fut emmené au commissariat où il se vit accusé d'avoir attaché et torturé 2 enfants en bas âge dans la cour de la bibliothèque principale de son village. Aucune preuve concrète ne fut retrouvée et il fut donc lavé de tout soupçon. Mais les accusations ne s'arrêtent pas là. Alors qu'il est en pleine adolescence, une adolescence plutôt tourmentée, surtout due à ses relations très compliquées avec les femmes, il fait un jour la rencontre de Elisa Claps alors qu'il a 21 ans. Elisa était une jeune lycéenne italienne de 16 ans, la plus jeune d'une famille de 3 enfants. Elle est décrite comme quelqu'un de très jovial et pleine de vie et surtout passionnée de médecine qu'elle espère un jour pouvoir exercer professionnellement. Elisa et Danilo se connaissent de vue car tous deux fréquentent la même église et vivent pratiquement au même endroit, donc ils se croisent assez régulièrement. Danilo l'aurait d'ailleurs invitée à sortir avec lui à plusieurs reprises, invitation qu'elle aurait très poliment déclinée. Mais il faut savoir qu'Elisa était quelqu'un qui avait le cœur sur la main et qui avait beaucoup de mal à dire non. Elle se rendait compte aussi que Danilo était vraiment rejeté par les autres, qu'il n'avait pas d'amis, qu'il était très souvent seul. Et donc c'était quelque chose qui rendait la situation un petit peu compliquée pour elle et elle se sentait mal de refuser ses avances. Elle finit donc après une énième proposition de la part de Danilo par accepter de sortir avec lui. Restivo, qui jusqu'à ce moment-là se montrait totalement obsédé par Elisa, lui annonça tout simplement avoir flashé sur l'une de ses amies et qu'il ne savait pas comment l'aborder et qu'en fait il voulait tout simplement avoir des conseils de la part d'Elisa pour aborder son amie. Soulagée de voir qu'il s'intéressait finalement à quelqu'un d'autre et ayant envie de pouvoir l'aider, elle demanda tout simplement à son amie de se joindre à eux lors de cette rencontre. Et c'est le 12 septembre 1993 que les deux adolescentes partent à la rencontre de Danilo à l'église Santissima Trinita qui se trouve à Potenza où ils se sont donné rendez-vous aux alentours de 11h30 après la messe. La journée du 12 septembre 1993 commence à toucher à sa fin et le soir tombe. Mais malgré cela, la famille d'Elisa se rend compte qu'elle n'est toujours pas rentrée chez elle. Sa famille était bien évidemment très inquiet de ne pas la voir rentrer, mais heureusement son frère Gildo était au courant des plans d'Elisa pour ce jour-là. Elle lui avait partagé sa rencontre de prévue avec Danilo à l'église aux alentours de 11h30. Gildo appela donc immédiatement au domicile des Restivo et leur demanda où se trouvait Danilo et pourquoi sa sœur n'était pas encore rentrée de leur rencontre qui avait eu lieu des heures auparavant. Ce à quoi les parents de Danilo, qui se trouvaient à l'autre bout de la ligne, répondirent qu'ils n'avaient aucune idée de l'endroit où se trouvait leur fils car il n'était pas à la maison, lui non plus, qu'ils ne savaient pas non plus qu'il était supposé rencontrer Elisa ce jour-là et qu'il n'avait tout simplement aucune explication. Gildo décide donc de tout simplement se rendre lui-même à l'église, qu'il savait être le point de rencontre des adolescents, mais malheureusement, lorsqu'il arriva, l'église était déjà fermée, le prêtre avait quitté les lieux à ce moment-là.
Avant de rentrer chez lui, il s'arrêta à la station de police de Potenza pour déclarer la disparition de sa sœur, ce à quoi les officiers lui répondirent qu'il était bien trop tôt pour pouvoir déclarer cela comme une disparition et que la fugue d'une adolescente n'était clairement pas leur priorité à ce moment-là. Waouh! Le lendemain, Gildo, toujours en recherche de réponse, se rendit directement au domicile des Restivo et c'est Danilo lui-même qui lui ouvrit la porte. Gildo le questionna et déclara que juste par l'expression sur son visage et sa façon de s'exprimer, il savait que Danilo était coupable de quelque chose. Il hésitait sans arrêt dans ses réponses et se montrait très peu sûr de lui. Il expliqua qu'il avait bien rencontré Elisa comme prévu et que suite à la rencontre, elle avait tout simplement dit qu'elle allait rentrer chez elle et que très certainement il lui était simplement arrivé quelque chose sur la route du retour. Après plusieurs jours sans nouvelles d'Elisa et les accusations à plusieurs reprises de Gildo, les policiers décidèrent de se rendre directement chez Danilo pour le questionner. Les agents de police remarquèrent presque immédiatement que Danilo avait une coupure assez importante sur la main, ce à quoi il répondit qu'il avait tout simplement eu un accident vraiment bête à l'université en grimpant sur un escalator qui était à moitié construit. Mais cette réponse sembla vraiment étrange auprès des officiers car ils se rendirent compte que dans sa façon de l'expliquer, on voyait qu'il était très peu sûr de lui et qu'il avait peur de quelque chose. Il expliqua ensuite qu'il n'avait passé que 20 minutes avec Elisa ce jour-là, après quoi elle était partie pour rentrer chez elle et qu'il n'avait absolument aucune idée de ce qu'il s'était passé ensuite. Son alibi pour le reste de la journée du 12 septembre était qu'après la rencontre avec Elisa, il avait tout simplement quitté la ville pour se rendre à Napoli, une ville qui se trouve à 150 km de là. À la fin de l'interrogation, les autorités demandèrent aux parents de Danilo l'autorisation de fouiller la maison ainsi que de récupérer les vêtements que Danilo portait le jour du 12 septembre pour pouvoir faire des fouilles un petit peu plus profondes. N'ayant aucun mandat avec eux à ce moment-là car aucune preuve, la famille refusa formellement et les officiers n'eurent pas d'autre choix que de quitter les lieux sans être plus avancés. Sauf qu'à ce moment-là, Danilo Restivo était déjà connu des services de police car de nombreuses plaintes avaient été déposées à son encontre par plusieurs jeunes filles. 9 au total, et toutes l'accusaient de leur avoir coupé les cheveux dans les transports en commun, ce qui était un geste très étrange et qui fit que les officiers de police gardèrent un œil sur Restivo, pensant que ce geste anodin pourrait peut-être dévier sur quelque chose de plus grave avec le temps. Les jours et les semaines passèrent sans le moindre signe d'Elisa Claps. Sa famille était bien évidemment dévastée et les policiers continuaient de travailler coûte que coûte sur l'obtention d'un mandat d'arrêt pour pouvoir questionner plus en détail Danilo et pour pouvoir fouiller surtout sa maison à la recherche d'indices. Ça n'est qu'en octobre 1994, soit plus d'un an après la disparition d'Elisa, que Danilo fut enfin arrêté et questionné par la police officiellement. L'un des officiers en charge de l'interrogatoire déclara que Danilo se montrait ce jour-là très sûr de lui et bien plus précis dans ses réponses. En même temps, en un an, il avait eu largement le temps de peaufiner son alibi à la perfection et s'assurer de ne faire aucune erreur. Malgré cela, aucun des officiers présents ce jour-là dans la salle d'interrogatoire ne crut le moindre mot sorti de la bouche de Danilo et ils attestèrent tous qu'il puait la culpabilité à plein nez. Mais qu'en est-il de l'amie d'Elisa qui était présente lors de leur rencontre ce jour-là, me direz-vous? Eh bien, la jeune fille rentra chez elle tout simplement après la rencontre avec Danilo. Lorsqu'elle fut interrogée, elle avoua avoir bien participé à cette rencontre et avoir été présente sur les lieux, mais qu'après un certain moment, Elisa lui dit tout simplement qu'elle pouvait rentrer chez elle et que Elisa resterait un petit peu plus longtemps avec Danilo avant de rentrer à son tour. Voici tout ce qu'elle était capable d'attester sur cette journée-là, ce que les officiers de police trouvèrent un peu étrange et très limité. Ils s'attendaient à ce qu'elle puisse donner un peu plus de détails et les aider un peu plus dans l'enquête. Ils pensaient d'ailleurs que la jeune fille en savait très certainement plus qu'elle ne le laissait paraître et qu'elle essayait peut-être de protéger quelqu'un. Mais qui et pourquoi ? Certains témoins attestèrent avoir vu Elisa et son amie en question, toutes les deux ensemble dehors, quelques heures après la rencontre avec Danilo, mais ces accusations ne furent jamais prouvées. Bien sûr, la disparition d'Elisa Claps ne passa pas inaperçue. Les médias avaient couvert l'affaire et tout le monde espérait avoir une réponse à ce mystère. L'Italie tout entière était très impliquée dans le cas de cette disparition très étrange et beaucoup de théories ont d'ailleurs vu le jour.
Certains pensent qu'elle se serait peut-être faite enlever par un groupe de gangsters albaniens à cause de certains mots écrits en albanien qui avaient été retrouvés dans son journal intime. Journal dont une page manquait car elle avait été déchirée, et beaucoup se mirent à penser que la réponse à cette énigme de disparition étrange se trouvait justement sur cette page manquante. Bref, toutes sortes de spéculations toutes plus folles les unes que les autres virent le jour. C'est en 1996 qu'eut lieu le procès. Danilo y fut accusé d'avoir donné de fausses informations. Ça n'est pas clair d'ailleurs de savoir de quelles informations il s'agissait exactement. Mais il passa suite à cela 20 mois en prison. Et l'ami d'Elisa de son côté passa 14 mois en prison. 4 ans après sa libération, Danilo déménageait pour s'installer en Angleterre et nous voici donc de nouveau quelques mois après le meurtre absolument atroce de Heather Barnett. L'enquête n'avançait malheureusement pas très rapidement, mais après la découverte que Danilo avait été impliqué des années auparavant dans l'une des plus grandes histoires de disparition de l'Italie, ils se dirent que cet homme pouvait être leur coupable parfait et qu'il avait certainement beaucoup de choses à cacher. Restivo était à ce moment-là sous surveillance constante des autorités. Ils le suivaient non-stop et ils réalisèrent très vite qu'il avait pour habitude de se rendre presque chaque jour devant un petit salon de beauté où il observait les femmes qui s'y rendaient depuis l'extérieur comme un véritable psychopathe. Le 12 mai 2004, alors que Restivo est toujours suivi de très près par nos amis les policiers, ils se rendent compte que ce jour-là, il agit de façon extrêmement étrange et en dehors de ses habitudes. En plus de ça, petit détail qui les a interpellés, il portait des pantalons waterproof au-dessus de sa paire de jeans. Ce qui était vraiment étrange, d'autant plus que c'était un jour de canicule. Les policiers furent alertés par cela et décidèrent d'inventer un prétexte pour faire un contrôle et vérifier ce que contenait sa voiture ce jour-là. À leur grande surprise, ils y découvrirent un sac rempli de vêtements de rechange, mais aussi et surtout de chaussures de rechange. Vous vous souvenez précédemment quand on avait parlé du suspect qui avait changé de chaussures en plein milieu du crime? Ça y est, vous faites le lien? Ainsi qu'un couteau, une paire de gants et des ciseaux. Cela n'était à nouveau pas suffisant pour procéder à une arrestation, mais ils s'en rapprochaient tout doucement. En 2004, une jeune étudiante accusa Danilo de lui avoir coupé les cheveux dans les transports en commun et les officiers sautèrent sur cette occasion pour obtenir un mandat pour enfin fouiller la maison de ce dernier. Et quelle ne fut pas leur surprise lorsqu'ils y découvrirent plusieurs mèches de cheveux qu'il avait conservées ainsi qu'une paire de baskets qui contenaient des traces de sang. Mais malheureusement à l'époque il n'était pas encore possible de faire des tests ADN sur des traces de sang, ça n'est qu'en 2006 que la technologie permit de faire cela. Les premières analyses qui furent réalisées sur cette enquête se trouvaient être sur une serviette tachée de sang qui avait été retrouvée chez les Barnett après le crime. Ces traces de sang correspondaient parfaitement avec l'ADN de Danilo Restivo. Mais malgré ça, oui je sais, c'est frustrant, autant pour vous que pour moi. Malgré ça, il ne fut pas arrêté car cela ne constituait apparemment pas une preuve assez solide. Et Danilo avait déjà la réponse parfaite quant à cette serviette. Il déclara l'avoir tout simplement oubliée chez Heather le jour où il s'était rendu chez elle pour sa fameuse commande de rideaux. Je sais pas si c'est juste moi, mais je trouve qu'il a vraiment les pires excuses et les pires alibis possibles. Mais malgré tout, il s'en sort à chaque fois, c'est incroyable. Durant toutes ces années, les recherches pour retrouver Elisa se poursuivaient et sa famille était vraiment en attente de réponses et de faits concrets. Beaucoup de personnes commençaient néanmoins à perdre espoir et à se dire que le mystère derrière sa disparition ne serait peut-être jamais résolu. C'est pourtant en 2010 qu'un corps fut retrouvé à l'église Santissima Trinita de Potenza. Souvenez-vous, cette église était le lieu de rencontre des adolescents des années auparavant. Des recherches ADN eurent immédiatement lieu sur le corps pour découvrir de qui il s'agissait. Lors des premières recherches, il fut déclaré que cette personne ne pouvait pas être Elisa et qu'il s'agissait de quelqu'un d'autre. Mais d'autres recherches plus approfondies furent réalisées, suite à quoi il fut déclaré officiellement qu'il s'agissait bien du corps d'Elisa Claps. Il faut savoir qu'à ce moment-là, ça faisait déjà 17 ans qu'elle avait disparu et que tout le monde la recherchait. Et attendez, accrochez-vous bien, dans sa main droite fut retrouvée une mèche de cheveux lui appartenant qui avait été découpée et placée là après le crime.
L'ADN de Danilo Restivo fut retrouvé sur le corps d'Elisa et il fut immédiatement recherché par la police italienne. Bien évidemment, la police anglaise fit immédiatement le rapprochement entre les deux meurtres qui étaient plus que similaires et c'est en mai 2011 qu'il fut enfin accusé des meurtres de Elisa Claps et de Heather Barnett. Danilo avoua immédiatement avoir emmené ce jour-là Elisa dans une petite pièce cachée à l'étage de l'église où il avait d'ailleurs précédemment emmené d'autres jeunes filles et il avait précédé à son meurtre dans cette pièce. L'endroit qu'il décrit à la police était l'endroit exact où le corps d'Elisa fut retrouvé 17 ans plus tard. Durant le procès, les avocats de Restivo déclarèrent qu'il n'était absolument pas normal que le cas d'Elisa Claps, pour lequel il n'avait jamais été pris, soit remis sur le tapis et soit même considéré dans son procès. Le pauvre, il avait tellement bien gardé son secret toutes ces années, c'est vraiment pas juste qu'on lui reproche ça 17 ans plus tard. La fille de Heather Barnett, qui était présente lors du procès, fit un discours en l'honneur de sa mère qui était extrêmement émouvant. D'ailleurs, plusieurs des jurys qui étaient présents ce jour-là furent pris d'une crise de larmes et eurent à quitter la séance. Et en novembre 2011, il fut tout d'abord chargé à 40 ans de prison, avant que sa sentence ne soit modifiée en 2012 pour la prison à vie. L'une des choses qui avait le plus marqué Caitlin, la fille de Heather, était que Danilo et sa conjointe de l'époque étaient présents aux funérailles de sa mère et qu'il s'était montré extrêmement réconfortant et désolé pour elle. Il s'était vraiment montré présent et là pour elle et à ce moment-là, elle se doutait pas du tout de ce qui avait pu se passer et je trouve ça absolument abominable. Peu de temps après le procès, la commission de criminologie examina de plus près l'arrestation d'un homme qui avait été faite quelques années auparavant. L'homme s'appelait Omar Benguit et il avait été arrêté suite au meurtre d'une jeune femme coréenne de 26 ans. La jeune femme avait été assassinée en Angleterre à seulement 3 pâtés de maison de là où vivait Danilo et seulement 4 mois avant le meurtre d'Heather. De très nombreuses similarités furent découvertes entre les deux crimes, ce qui les poussait à croire que Danilo aurait peut-être été la personne responsable du meurtre de cette jeune femme coréenne, mais malheureusement par manque de preuves, ceci ne fut jamais prouvé. Danilo Restivo sert toujours aujourd'hui sa sentence dans une prison non loin de Bournemouth en Angleterre. Le plus grand mystère pour moi est le fait que le corps d'Elisa se trouvait à l'église tout ce temps, sous le nez de tout le monde et que ça a pris 17 ans avant qu'il ne soit retrouvé. Je trouve ça impensable. Je me dis qu'en 17 ans, il y a certainement eu des dizaines de messes qui ont eu lieu chaque dimanche et peut-être même que la famille d'Elisa s'y rendait sans même savoir ce qui se cachait sous le toit de cette église. Je peux même pas imaginer l'horreur des parents lorsqu'ils ont appris la nouvelle. Voilà donc pour l'histoire de Danilo Restivo, le fétichiste des cheveux. Si elle vous a plu, sachez que 2 romans écrits par l'écrivaine Marie Neuser relatent de ces faits. Si jamais ça vous intéresse, je vous laisserai les noms en description. Merci encore de votre présence, n'hésitez pas à me laisser un petit like que je sache qui est allé jusqu'au bout de la vidéo. Et si ça n'est pas encore fait, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la petite alarme pour être au courant de la publication de mes futures vidéos. Et sur ce, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles histoires toutes plus glauques les unes que les autres. Bye!